Bien, bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent par Zoom. On a dû commencer à un horaire pas tout à fait habituel parce qu'il y avait un séminaire jusqu'à présent dans l'amphi. Il n'y avait pas d'autre amphi de disponible. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Le fait que ce soit un lundi soir nous permet d'organiser cela en commun avec Jacques-Olivier Boudon et son séminaire de master politique et religion. Je le remercie de qu'on puisse organiser ces séances en commun et cela nous permet notamment d'avoir une assistance nombreuse, comme vous pouvez voir, aussi, et c'est heureux, d'associer différentes générations de chercheurs, des étudiants qui font leur premier pas dans les archives, et puis des chercheurs confirmés, et l'ensemble avec un public extérieur à l'université. Je salue la présence aussi, normalement à distance, de Catherine Vincent, qui est la présidente de la Société d'histoire religieuse de la France. Je crois qu'André Vaucher devrait être parmi nous, mais il y a Nicole Berriot également qui est là. Donc la Société d'histoire religieuse de la France est assez bien représentée, je crois, ce soir, pour un objet particulier. Euh, je dirais quelques brefs mots à l'introduction, parce que comme on a une séance de 1 heure et demie et pas de 2 heures, on va essayer de tenir à peu près les répartitions habituelles. Il y a 2 ans, je crois de cela, Yann, à l'issue d'une séance de l'IRER, m'avait glissé qu'il préparait un volume sur Serge Bonnet. Je ne pouvais évidemment que lui dire mon intérêt, à la fois en raison de l'auteur du volume et de ses travaux sur le catholicisme contemporain, et aussi en raison du père Serge Bonnet, que l'on est amené à croiser pour telle ou telle raison lorsqu'on s'intéresse à cette période. Quelques péripéties plus loin, ce n'est pas un, mais 2 volumes qui ont vu le jour tout dernièrement aux éditions du CERF. Et il faut saluer la présence parmi nous de Jean-Baptiste Nicolas, le directeur commercial des éditions, et puis aussi l'archiviste de la province de France des Dominicains, le frère Jean-Michel Potin, qui normalement enfin, que j'ai salué tout à l'heure. Euh, je tiens par ailleurs à remercier Guillaume Buchet d'avoir attiré mon attention sur un volume. Euh, on avait prévu de parler uniquement de Vers une église sans peuple, et Guillaume me dit, mais en fait, il y a aussi un autre volume, un volume d'homélie, qui serait intéressant de traiter. Et effectivement, j'en lisais certains aujourd'hui. Euh, L'introduction, ça aurait été extrêmement dommage de passer à côté. Vous aviez publié au CERF, dans la collection Patrimoine, en 2015 puis en 2016, un volume Défense du catholicisme populaire, si j'ai bien noté le titre, collection d'anciens textes de Serge Bonnet, dont certains textes alors passés inaperçus. Dominique Julia, dans la recension qu'il avait faite de ce volume, regrettait lui-même de ne pas avoir pu les utiliser lors de ses premiers travaux. Nous avons donc désormais également un recueil d'homélie ce recueil permet d'entrer plus avant et facilement aussi dans la spiritualité de ce dominicain atypique et dans sa manière aussi de s'exprimer, de faire ces homélies à destination de ceux qui sont des chrétiens qui ne sont pas forcément des chrétiens habitués à aller, ou en tout cas, ou qui n'ont pas forcément une culture théologique poussée. Donc c'est tout l'intérêt aussi du volume. J'ai dit notamment tout à l'heure l'homélie prononcée pour le 2 novembre, hein, c'est la de circonstance. Et donc c'est assez intéressant aussi ce qui est la glose qu'il fait sur les chrysanthèmes qui sont apportés dans les cimetières. Donc voilà, je vous encourage à le parcourir au moins, éventuellement à l'acheter. Et puis l'introduction permet aussi de bien comprendre, reproduction d'un texte paru dans La Croix en 1971, ce que Serge Bonnet appelle les catholiques festifs, qui sert de sous-titre, oui, au volume. Très intéressant aussi, voilà, oui, pratiquement à la fin du volume, les pages de Serge Bonnet sur les besoins de rite, partant d'une omelette flambée au couvent de Nancy pour l'élection du prieur et critiquant
le prêtre visiblement du coin, ou en tout cas un prêtre X, considérant que tout cela, il n'y en avait pas besoin. Et donc c'est une explication à partir de ce mets qui est reproduit régulièrement à l'occasion de l'élection d'un prieur de couvent. L'objet de la séance du jour est donc en fait deux en un. L'Évangile est la portée de la main, donc le volume d'homélie, homélie pour les catholiques festifs et vers une église sans peuple, Serge Bonnet et le catholicisme populaire. On sait combien cette question était chère au cœur du pape François, suscitant un fameux voyage en Corse en décembre de 2024. Mais la question de la religion populaire, du catholicisme populaire, de la pratique, ont suscité, durant un temps du moins, nombre d'études universitaires et des débats intra-ecclésiaux. Et c'est l'un des mérites du beau livre de Yann Raison du Clesiou que de permettre de plonger ou de replonger, parce que tout le monde ne connaît pas Serge Bonnet, et donc en offrant voilà en suivant le parcours d'un dominicain lorrain qui était membre du CNRS et qui est mort il y a pratiquement 10 ans de cela et pourtant encore relativement mal connu. Quelques brefs mots de présentation. Yann Raison du Clesiou a déjà participé à une séance de l'hiver. C'était un volume co-dirigé notamment par Charles Mercier pour le 150e anniversaire de La Bonne Presse, Bayard actuellement. Il est alors spécialiste du catholicisme contemporain. Il m'a dit qu'il était donc politiste. Voilà. J'hésite toujours entre historien, sociologue, mais non, donc il est politiste, spécialisé sur le catholicisme contemporain, les transformations, la reformation du catholicisme actuellement en France. Il est professeur à l'Université de Bordeaux et membre de l'Institut voilà, de recherche Montesquieu. Et donc, son dernier ouvrage, enfin ses derniers ouvrages sont l'occasion de la séance du jour, mais il a aussi co-dirigé à la droite du père, si je me trompe pas. Voilà, je confonds toujours les titres et quand je les note pas, eh bien c'est difficile de s'en souvenir. Et quant à ma gauche, Guillaume Cuchet est bien connu des étudiants de la Sorbonne, anciennement Paris 4 et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puisqu'il enseigne à Paris 1. Ses spécialisations, c'est l'histoire du catholicisme contemporain, mais pas seulement. Il co-dirige avec Jacques-Olivier Boudon, dans le cadre du Centre du 19e siècle, une enquête sur les cimetières en France. Et puis donc sa dernière parution, c'est une petite histoire du 19e siècle, mais auparavant, aux éditions du Cerf, c'était une histoire du sentiment religieux au 19e siècle également. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ces séances, donc elles sont en deux parties. Dans un premier temps, Yann puis Guillaume interviendront, et à la suite de quoi vous aurez la parole pour normalement puisque ça va, j'ai pas parlé trop longtemps, il devrait rester une grosse demi-heure pour des échanges. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et alors je rappelle deux choses, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont présents, n'hésitez pas à poser des questions. On est tous passés par là, donc il faut un jour commencer. Et c'est pas forcément simple, mais chacun souvent des questions qu'ils n'osent pas poser. Et puis après, ben, voilà. Donc les intervenants sont là pour vous répondre. Et alors aussi poser des questions courtes pour permettre d'avoir des réponses qui soient plus longues, d'avoir davantage d'interaction. Merci beaucoup. Alors, attends. Ah oui, j'oublie juste un élément, c'est que ceux qui sont en ligne peuvent aussi poser des questions par le chat et il y aura également des réponses qui seront apportées. Bien. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup à Martin Dumont pour son invitation. Je suis très heureux de revenir au sein de l'IRER pour présenter mes travaux et pour vous présenter ce livre, Vers une église sans peuple, Serge Bonnet, le catholicisme populaire. Un ouvrage que je suis très heureux d'avoir achevé puisque j'ai travaillé dessus plus d'une dizaine d'années.
à travers des fonds d'archives extrêmement conséquents. Les fonds du père Serge Bonnet aux archives de Meurthe-et-Moselle font plus de 250 mètres linéaires et donc les historiens qui sont ici, vous pouvez apprécier le filon que cela représente. Alors, l'essentiel de cette séance est, je crois, de discuter, donc je vais essayer de vous présenter brièvement qui est le père Serge Bonnet pour vous donner l'envie, je dirais, de le connaître mieux par ce livre. Et nous pourrons revenir ensuite, j'imagine, cher Guillaume, sur un certain nombre de discussions plus académiques, sur l'historiographie aussi des années 60, discussions que cette recherche engage. Alors, quelques éléments succincts pour ceux qui ne savent pas vraiment qui est celui dont on va parler ce soir. Serge Bonnet est né en 1924, il est mort en 2015, donc au mois de décembre 2015, donc bientôt 10 ans. Il est entré dans l'ordre dominicain en 1949, ordonné en 1955, recruté au CNRS en 1961 par la médiation d'Émile Poula. Serge Bonnet n'ayant pas fait candidature, c'est Émile Poula qui l'a, je dirais, nommé candidat d'office en raison de la qualité de son premier livre, son Histoire de l'Ermitage et du pèlerinage de Saint-Ouen, paru en 1956. Serge Bonnet a ensuite soutenu son doctorat d'État sous la direction de Raymond Aron en juin 1970, un ouvrage important qui est toujours considéré comme un classique de la science politique, Sociologie politique et religieuse de la Lorraine, paru au cahier de la Fondation nationale des sciences politiques. Par ailleurs, Serge Bonnet, au-delà de ses activités religieuses et scientifiques, sera aussi membre du cabinet du ministre François Guillaume, ministre de l'Agriculture, qui est ici ce soir, que je salue, à partir de 1986. Quelques éléments pour déjà vous donner quelques repères biographiques. Mais sans plus attendre, je voudrais vous lire un texte de Serge Bonnet pour immédiatement vous faire comprendre sa personnalité, une partie de sa trajectoire et vous faire entrer dans une controverse. Car pour travailler, pour comprendre Serge Bonnet, il faut travailler les controverses qui ont divisé le clergé, qui ont divisé aussi historiens et sociologues du catholicisme depuis l'après-guerre. En décembre 1973, Serge Bonnet publie ce petit livre, AU et Adia, les avatars du cléricalisme sous la Ve République aux éditions du Cerf. Petit livre, mais qui va devenir la pierre, je dirais, de fondation d'une controverse importante, la controverse sur la religion populaire, qui sera alimentée et nourrie quelques semaines plus tard par la parution d'un autre livre, Le catholicisme populaire, 30 ans après France, pays de mission, de l'abbé Robert Panet. Je voudrais vous lire un extrait de la préface de AU et Adia. Venu d'un univers extérieur au catholicisme pratiquant, adversaire résolu des cléricaux et de la vieille école depuis mon entrée chez les dominicains de la province de France en 1949, je me décide à rompre des lances avec des frères et des camarades de combat d'avant Vatican II. Qu'ils occupent aujourd'hui le pouvoir ou campent dans les avenues du pouvoir. Je les trouve à leur manière aussi cléricaux que ceux qu'ils ont remplacés. Ce n'était pas pour changer une fraction du personnel ecclésiastique dirigeant, mais des institutions, des méthodes et des états d'esprit que nous avions au coude à coude engagés, des luttes difficiles. J'estime que nous n'avons pas progressé dans la résorption du cléricalisme, même si l'on admet, ce que je fais volontiers, qu'il y aura toujours dans tout exercice du pouvoir religieux, comme de tout pouvoir laïque, un taux incoercible d'arbitraire, d'infirmité et d'incompétence. Sans regretter le temps
de la condamnation des prêtres ouvriers, je me sens de moins en moins à l'aise sous la coupe de ce que j'appelle le clergé socioculturel. Par clergé socioculturel, je désigne quelques centaines de clercs qui, à travers des instituts, entreprises de recyclage, sessions ambulantes, revues plus ou moins confidentielles, littérature polycopiée, surtout parisienne, commissions et bureaux, déversent sur l'ensemble des prêtres et des fidèles diverses idéologies. Dans ces idéologies, les prétentions à la modernité sociale et à l'efficacité temporelle véhiculent une nébuleuse culturelle des plus bourgeoises. Nébuleuse, à mon sens, singulièrement nocive pour l'ensemble du catholicisme, me semble plus particulièrement menacer les catholiques les plus éloignés des institutions ecclésiastiques et peut-être les hommes plus distants du credo que les théologiens, les prêtres et les militants. Si je me suis résigné à abandonner pour un temps mes outils de sociologue pour écrire un livre de prêtres catholiques destiné à d'autres catholiques, c'est avant tout en pensant à ceux que l'on a baptisés conformistes saisonniers et que je préfère appeler catholiques festifs. J'ai un devoir de réparation à l'égard de ces hommes et de ces femmes qui ne se rendent à l'église que lorsque la cloche sonne pour eux ou pour leurs proches, c'est-à-dire lors des baptêmes, communions solennelles, mariages et sépultures. Comme tant de prêtres de ma génération, j'ai été dressé durant mes années d'études ecclésiastiques, davantage, je tiens à le dire, par des voies informelles que par un enseignement ex cathedra, à mésestimer, voire à mépriser les conformistes saisonniers. Les thèmes favoris de la cléricature des années 50 se sont popularisés depuis. Quelques lignes suffisent à les évoquer. Les demandes religieuses des fidèles occasionnels relèvent du folklore. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire du culte. On ne se fait pas curer pour être un distributeur automatique de sacrements. L'évangélisation a pour préalable la mise à l'écart des chrétiens sociologiques. 5 années dans 2 paroisses habitées surtout par des ouvriers immigrés, puis 10 ans de ministère itinérant m'ont fait découvrir assez vite les ressources humaines et religieuses des catholiques festifs. J'ai retrouvé un peuple qui n'avait pas besoin d'être idéalisé pour me contraindre à réviser les approximations sociales et culturelles révérées dans les sphères ecclésiastiques dirigeantes. Propos liminaires, confession de foi, relecture de vie et témoignages forts, très intéressants, euh, chez ce dominicain et sociologue qui décide donc d'affronter ses anciens amis, ses anciens compagnons de route, un clergé missionnaire, un clergé d'avant-garde, qui a rêvé d'évangéliser les ouvriers et qui décide de rendre hommage à un peuple de catholiques qu'il estime trop souvent méprisé par le clergé. Il y a dans ce court texte 2 choses qui sont extrêmement intéressantes. À la fois un aveu d'un engagement missionnaire et d'avant-garde passé, et en même temps la compréhension, enfin l'aveu et la confession d'une prise de distance. Et je trouve qu'il est assez intéressant de chercher les pistes à la fois de cet engagement et de ces prises de distance dans la vie de Serge Bonnet, dans ses engagements depuis son entrée dans l'ordre dominicain en 1949. Et pour l'introduire brièvement, c'est ce que j'ai choisi de faire. Le jeune Serge Bonnet se distingue tout d'abord dans une controverse où il est du parti de l'avant-garde, une controverse à l'ermitage de Saint-Ouen, une modeste chapelle et un lieu de pèlerinage dans la forêt de l'Argonne, euh, lieu où Serge Bonnet a décidé
d'entrer dans l'ordre dominicain, lieu auquel il est donc très fortement attaché spirituellement. Mais la chapelle de, ce, de cet ermitage est ruinée par l'abandon, en raison de son abandon durant la Seconde Guerre mondiale. Et Serge Bonnet, euh, avec l'abbé Hannequin, qui est le curé des Ilettes, décide de demander au père Resciguier, un de ses compagnons dominicains qui occupait la cellule à côté de la sienne au couvent dominicain d'Étiole, il choisit de demander au père Resciguier, architecte de la chapelle de Vence décorée par Matisse, de rebâtir une nouvelle chapelle. Une nouvelle chapelle qui est rebâtie comme un manifeste du brutalisme architectural des années 50. Elle est sur pilotis, en béton décoffré, de forme trapézoïdale. Elle n'a que trois ouvertures, une de forme circulaire, une autre de forme triangulaire, une autre de forme carrée. Ces ouvertures sont occupées par des vitraux qui ont été dessinés par une jeune femme d'une dizaine d'années. Un autel massif, bref, une chapelle qui choque l'opinion locale. Et pour défendre ce parti pris architectural fort, Serge Bonnet écrit une histoire de l'Ermitage et du pèlerinage de Saint-Rouen, une histoire brillante où il se montre le disciple de l'École des Annales de Lucien Febvre et de Marc Bloch, ouvrage grâce auquel il sera recruté quasiment directement au CNRS en 1961. Mais dans cet ouvrage, Serge Bonnet aimait à dire qu'il fallait se méfier de son 19e siècle, qui porte l'empreinte de ses choix avant-gardistes et dans lequel s'exprime un mépris anti-sulpicien qui est un lieu commun du clergé modernisateur des années 50 et 60. Serge Bonnet justifie, entre autres, dans cet ouvrage, la destruction d'un chemin de croix qui a été construit en 1887. Un chemin de croix, écrit-il, composé de 14 grottes factices, faites de morceaux de rochers. Chaque grotte, laide à voir de loin, ne l'est pas moins à regarder de près, car chacune d'elles contient un bas-relief indigent. En fonte argentée, ces bas-reliefs sont intéressants dans la mesure où ils permettent d'écrire l'histoire locale de la décadence de l'art sacré, décadence qui s'accomplit en quelques décades au cours du XIXe siècle. Fin de citation. Quelques pages plus loin, Serge Bonnet écrit « Nous pouvons déplorer l'envahissement des églises, des lieux de pèlerinage par des formes hideuses, mais nous ne le ferons avec profit que si cela ne nous cache pas la grandeur spirituelle des hommes dont il nous faut récuser le goût. Cela n'ôte rien à l'essentiel de leur sainteté. Au moment où s'édifient les grottes du chemin de croix de Saint-Rouen, une petite fille quittait un foyer meublé dans l'affreux goût petit bourgeois de la fin du XIXe siècle. Au Carmel, Thérèse Martin allait de loin en loin peindre et rimer dans le goût formé au buissonnet. Les vers mièvres et les roses délavées de Sainte Thérèse de Lisieux, pas plus que les grottes de Saint-Rouen, ne diminuent la force de ce que nous avons à recevoir d'eux. Et c'est en s'efforçant d'être fidèles au meilleur de leur vie qu'on a le droit de récuser un attachement superstitieux à celles de leurs œuvres qui les trahissent plus qu'elles ne les continuent à les faire vivre par. Le chemin de croix sera démoli et lorsque l'évêque de Verdun offre une chapelle, une statue en plâtre de Saint-Rouen pour la nouvelle chapelle, Saint-Rouen et Serge Bonnet et ses amis la jetteront dans les temps pour mieux l'honorer. Quelques années plus tard, Serge Bonnet est engagé dans la mission ouvrière dans le pays haut-lorrain. Il voulait devenir prêtre ouvrier. Cela n'est pas possible en raison de l'arrêt de l'expérience des prêtres ouvriers en 1954 d'abord, puis arrêt total en 1959. Et Serge Bonnet tient dans l'équipe des dominicains qui sont engagés à Cambonne puis à Villerue la fonction de sociologue d'appui à la mission, ce qui est tout à fait caractéristique du dispositif pastoral et missionnaire de l'époque. Et dans un de ses premiers rapports qu'il écrit sur
les fidèles de ces paroisses ouvrières, ils constatent ceci, je cite, nous constatons un divorce croissant entre les gestes religieux et la foi. Peut-on même encore parler d'un sentiment religieux pour la quasi-totalité des habitants de Cambodge? Ce n'est pas certain. À la place de la foi chrétienne, nous trouvons chez eux, chez ceux qui ne sont pas des athées conséquents, une sorte de déisme. Le Christ, c'est le premier communiste, une figure que les plus instruits rapprochent de Gandhi. Pas une seule fois dans nos centaines de visites, nous n'avons entendu employer le mot âme ou même le mot conscience. L'Église pour tous, c'est le parti catholique. Cela est tellement ancré que les rares chrétiens emploient la formule et se placent dans cette perspective de parti. Le sacerdoce, chez la plupart des ouvriers, c'est un métier comme un autre qui procure une vie facile. Un croyant est considéré comme un anormal. Cela n'empêche pas les mêmes ouvriers de se dire catholiques, ce qui veut dire on n'est pas des Algériens. Cela sous-entend 9 fois sur 10, les Algériens et les non-européens seront toujours en dessous de nous. Vieux problème, soit dit en passant. Donc, Serge Bonnet et les Dominicains décident, pour réaccrocher la population, de rendre gratuits tous les sacrements, ce qui les fait chasser par le clergé local. En effet, Serge Bonnet est volontiers assez critique et lorsqu'il est et il critique le fait que le clergé local, tout en faisant l'apologie du militantisme et de l'action catholique, reste entouré d'un bruit d'argent qui détourne une partie des ouvriers de la paroisse. Je le cite, nous vivons dans nos paroisses comme les moines d'Orval dans leur abbaye, 5 hectares de bâtiments couverts pour 55 moines. Notre pauvreté est recouverte par une carapace de menu monnaie. Donc engagement avant-gardiste, missionnaire dans ce monde ouvrier de nouveau. Enfin, troisième moment d'iconoclasme avant-gardiste, lorsque Serge Bonnet décide d'entamer une grève de la vie conventuelle en 1970 au sein du couvent de Nancy dont il est devenu prieur. Pourquoi une grève conventuelle? Parce que les frères dominicains du couvent refusent d'accueillir la communauté portugaise de Nancy et de leur prêter une salle pour un groupe d'alphabétisation et un repas partagé après une messe. Serge Bonnet considère que c'est absolument scandaleux et il publie dans la revue Migration et Pastorale un texte flamboyant dans lequel il dénonce l'indifférence du clergé à l'égard des migrants. Je le cite, il reste que c'est dans le cœur. Voilà. Beaucoup de migrants vivent dans des ghettos. Il reste que c'est dans le cœur des grandes villes qu'il y a à la fois le plus de propriétés ecclésiastiques et le plus de taudis de migrants. D'où la proposition que chaque diocèse fasse don d'un immeuble ou d'un terrain pour un foyer en faveur des migrants. Il n'est pas certain que cela soit d'ailleurs partout très onéreux. Bien des communautés religieuses à Paris ou en province ont tiré parti des plus-values foncières. Il serait utopique de songer à une nuit du 4 août pour le patrimoine ecclésiastique, mais il doit être possible aux clercs, avec leurs biens propres, de faire mieux qu'une collecte de carême avec l'argent des fidèles. Finalement, Serge Bonnet finira par emporter cette controverse nouvelle et la communauté portugaise sera accueillie dans le couvent. En 1973, quand Serge Bonnet engage une controverse avec le clergé pour défendre la religion populaire, il pense encore aux migrants, aux ouvriers italiens qui sont chassés des paroisses de la Lorraine sidérurgique parce que leur catholicisme n'est pas jugé suffisamment digne par le clergé, qui, lui, souhaite moins des paroissiens que des militants et qui a toujours peur que la piété, la dévotion mariale des femmes d'ouvriers d'origine italienne ne donne crédit aux critiques
des militants communistes d'un catholicisme qui serait l'opium du peuple. Et donc, ce clergé, pour gagner finalement l'estime des militants communistes, préfère se détacher et marginaliser une demande de dévotion religieuse portée par les plus simples. Donc, un avant-gardisme, mais dès 1949, on trouve déjà un certain nombre de pistes de distanciation chez Serge Bonnet. En effet, dans le premier livre dont je vous ai parlé, une histoire de l'Ermitage et du pèlerinage de Saint-Ouen, Serge Bonnet donc se situe véritablement dans le courant de l'école des Annales, mais il y a au sein de l'école des Annales une référence toute particulière qui va compter pour lui, c'est la référence à André Varagnac, l'ethnologue, celui dont la cartographie des pratiques folkloriques a inspiré la cartographie de Boulard et Lebras. André Varagnac observe que les pratiques festives populaires disparaissent et qu'elles ne sont remplacées par rien. Et qu'avec cette disparition, eh bien, ce sont des mentalités religieuses et populaires qui disparaissent. Cette lecture d'André Varagnac fait comprendre à Serge Bonnet que la lutte contre certains folklores populaires, eh bien, ça n'est pas une condition pour une christianisation plus authentique, c'est en général, au contraire, euh, un préalable à une sécularisation plus entière. Bonnet comprend qu'en luttant contre ce qu'il y a de païen dans les mentalités religieuses, le clergé favorise et accélère la sécularisation. Et il l'écrit très bien dans la conclusion de son ouvrage sur Saint-Rouen, s'inspirant, hein, il est aussi inspiré à côté d'André Varagnac par les recherches d'André Festugière, entre autres sur Clément d'Alexandrie et sur Eusèbe de Césarée. Je le cite, ne peut-on pas dire d'une manière imagée que dans les pays autres qu'Israël, il y a eu comme un ancien testament qui préparait l'humanité des gentils à recevoir la prédication des apôtres. Cet ancien testament des sources, des arbres, des grottes, des feux sacrés n'est pas à mettre sur le même plan que l'ancien testament révélé, mais il a davantage aidé le christianisme que les légions romaines que l'on montre classiquement marchant pour le Christ. L'attente du Christ a été préparée d'une manière privilégiée aux chênes de Mambré, au puits de Jacob, à la piscine de Siloé, dans les eaux du jardin, mais les sources de nos campagnes d'Occident et d'Orient ont appris à l'esprit à se tourner vers Dieu et à être adoration et demande. Donc déjà, on voit que dans la pensée de la modernisation, Serge Bonnet est sensible à ce qui dure, plus qu'à ce qui change, et aux ressources qu'offre pour l'évangélisation l'héritage du passé et de la longue durée. Deuxième moment de désajustement par rapport à la modernisation, l'apparition, la publication de son ouvrage Le Frère aux Vaches. Le Frère aux Vaches, c'est un portrait du frère convers du couvent dominicain d'Étiole, le frère Martin Harpin, qui meurt en 1963. Serge Bonnet, lorsqu'il était frère étudiant, il était le père maître des frères convers. Et il a noué une relation d'amitié avec ce frère, le frère aux vaches, extrêmement forte. Et lorsque Martin Harpin meurt, Bonnet publie un livre d'hommage extrêmement personnel à lui, qui arrive totalement à contre-courant du moment catholique. 1963, début du Concile, exaltation du changement, et son livre montre que euh, le peuple est déjà dans l'Église, qu'il est déjà christianisé, qu'il a une foi intransigeante et forte, mais que ce peuple, le clergé ne veut plus le voir, au nom de l'idéalisation d'une autre figure du peuple, le peuple ouvrier, qui lui fait détourner les yeux de ce peuple qui est encore là. Et cet ouvrage qui reçoit immédiatement un accueil publié chez Robert Morel, qui reçoit immédiatement un accueil critique extrêmement favorable, eh bien,
suscite des résistances au sein même de l'ordre dominicain. Certains frères lui écrivent pour lui dire, mais que faites-vous à nous valoriser ce moine du Moyen Âge complètement arriéré, alors que nous sommes en train de restaurer le statut des frères convers qui deviennent les frères auxiliaires, qui vont être des techniciens et donc qui vont être à la pointe de la modernité. Bref, c'est là où Serge Bonnet se trouve une nouvelle fois en porte-à-faux avec l'idéal de modernisation du clergé. Et puis, il est en porte-à-faux une troisième fois durant les années 60 en raison d'une enquête qu'il entreprend avec l'abbé Cotin de Lyon, une enquête sur la communion solennelle. Texte qui va paraître en 1969, mais dont la recherche est prête dès 1967. Bonnet observe que dans de nombreuses paroisses, les prêtres veulent supprimer la communion solennelle parce qu'ils considèrent que celle-ci entretient une forme d'illusion de christianisme et que trop souvent, dans la trajectoire de ceux qui sont catéchisés, elle tient lieu de quitus. Après la communion solennelle, on en a fini avec la pratique, on revient pour le mariage et les obsèques, et c'est bien comme ça. Et dans toute une partie du clergé se met à refuser les communions solennelles d'un certain nombre d'enfants parce que les parents ne viennent pas à la messe. Et Bonnet observe que cette sélection, eh bien, elle frappe de manière extrêmement injuste les enfants, et surtout les enfants des catégories populaires. Celles qui ne peuvent pas justifier de l'argumentation théologique, qui ne peuvent pas justifier leur demande et leur foi avec l'argumentation théologique qui est requise par un clergé qui ne jure plus que par l'action catholique et qui veut des militants. Serge Bonnet, dans ce texte, la communion solennelle, folklore païen ou fête chrétienne, désigne pour la première fois, pour lui, un problème nouveau, le cléricalisme. Le cléricalisme. Il écrit, à tort ou à raison, le prêtre actuel se perçoit moins comme un exécutant de la discipline épiscopale que comme un agent combattu ou méconnu de dévotion. Il observe que dans ce clergé, l'adjectif sociologique sert, je cite, à qualifier la somme des conditionnements qui limitent et défigurent la parole de Dieu. Cela équivaut à déplorer que le poisson vive dans l'eau, à oublier qu'il y a de l'eau dans le corps du poisson et à nier que l'eau de la rivière ou de la mer est nourricière. C'est la dénonciation de ce cléricalisme, donc, qui aboutit totalement dans cet ouvrage à U et à Dia. Et il me faut rapidement, pour conclure, vous parler un peu de la suite de ce pamphlet qui lance cette controverse de la religion populaire, dont peut-être nous pourrons parler de manière un peu plus développée. Par la suite, Serge Bonnet va développer véritablement un genre éditorial. Dans ses livres, L'Homme du Fer, hein, tétralogie fameuse, recueil d'archives exceptionnelles sur la vie des ouvriers lorrains, et dans un livre qui paraît en 1976, Prières secrètes des Français d'aujourd'hui, qui est un des textes qui a le plus de succès éditorial aux éditions du Cerf dans les années 70. Dans ces deux textes, Serge Bonnet décide de se taire et de donner directement accès à ses lecteurs au populaire sans commentaire, sans rationalisation savante, sans prolographie ou hagiographie hâtive. Ce sont des recueils bruts d'archives pour montrer que le peuple existe, qu'il est autonome, qu'il a une opinion critique, qu'il a un rapport spécifique à la foi, qui ne répond pas aux idéaux et aux catégories cléricales. Par tous ces engagements, et je m'arrêterai là parce qu'il y aurait bien d'autres épisodes à présenter, mais enfin je ne voudrais pas vous dispenser d'acheter le livre, par tous ces épisodes, Serge Bonnet est important pour nous parce que en suivant sa trajectoire, eh bien, c'est l'époque qui apparaît d'une manière nouvelle. Et c'est pourquoi ce livre est une biographie et pas seulement une biographie. C'est à la fois
une exploration et une analyse des positionnements de Serge Bonnet à partir des grandes controverses de l'époque, mais c'est aussi un questionnement et un regard porté sur la modernisation ecclésiale à partir de l'intelligence particulière et du travail de Serge Bonnet. Et je crois que cette confrontation, cette mise en face à face d'une trajectoire de vie et d'une époque est très intéressante dans la mesure où elle nous permet d'approcher une question majeure, celle de la disparition des catégories populaires dans le catholicisme français. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Yann. J'espère effectivement qu'on va revenir sur les questions que J'ai été un peu long. voilà, tu as pu. Non, mais je me disais est-ce qu'il faut que j'interrompe ou non, mais c'était passionnant, donc je n'ai pas voulu interrompre. J'espère simplement qu'on pourra éventuellement prolonger après 8 heures. Et en Laissons un peu t'écoutant, enfermé dans la Sorbonne. en t'écoutant, je me disais aussi que les débats qui ont eu lieu à cette époque, questions qu'a pu soulever Serge Bonnet, sont des questions qui sont toujours actuelles, auxquelles on peut, en tout cas, trouver encore actuelles. Le rapport, non pas sur le cléricalisme strictement, mais l'approche de la dévotion populaire, l'approche des catégories effectivement plus enfin, populaires. On a pu appeler la gentrification aussi du catholicisme français. Il me semble que c'est quelque chose dont on n'est pas vraiment sorti, qui se pose pour le catholique français, pour le clergé français, et dont il faudra bien un jour qu'ils se ressaisissent de ces questions. Donc, c'est plus de questions ouvertes que des questions qui sont fermées. Donc, merci beaucoup pour cet exposé très clair. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Guillaume Cuchet pour 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Bien, François, tu me passes ton livre, s'il te plaît. J'ai pas amené mon volume pour pas. Alors, bon, je vais essayer d'être bref. J'ai lu ce livre, Yann m'en avait parlé depuis très longtemps. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on parle de ce livre. Bon, le voilà. C'est un excellent livre. Voilà. C'est vraiment un excellent livre en raison de l'homme, de sa personnalité très oubliée, de l'époque et des problèmes qu'elle pose et de la manière dont il a été rédigé. C'est un livre qui est très bien écrit. Et c'est surtout un livre généreux parce qu'il y a énormément de citations, de longues citations. On a bien compris à quel point Yann aimait les citations. Et donc, on est initié à la langue et à la prose assez flamboyante de Bonnet, mais aussi à celle de beaucoup de ses contemporains, puisqu'il fait remonter à la surface ses interlocuteurs. Et on a un peu tout le dossier, finalement, avec des citations assez longues qui permettent de prendre un peu la mesure des problèmes de l'époque. En histoire, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui font des gros livres et ceux qui font des livres courts. Les deux se plaident, hein. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Yann fait plutôt des gros livres. L'avantage, c'est que on traverse la période et que on en prend, je dirais, peut-être mieux que dans les livres plus courts, la portée. Donc, très bon livre. Il a rappelé un peu dans quelle série ça s'inscrit. Il avait publié il y a 10 ans, c'était à l'année de la mort même du père Bonnet, une anthologie de textes du père Bonnet, qui s'appelait Défense du catholicisme populaire, dans lequel on trouvait notamment le fameux livre sur Saint-Ouen de 1956, qui est assez bref, qui est magnifique, s'il fallait en lire un, commencer par un de ses livres, ce serait probablement celui-ci, qui avait beaucoup impressionné Émile Poulain à l'époque. C'est comme ça qu'Émile Poulain était venu, sans rien savoir, du père Bonnet à Bonnet lui-même. Donc, il avait publié cette anthologie en 2015, et puis il raconte dans son introduction comment, devant présenter l'anthologie, il va en Meurthe-et-Moselle, découvre les papiers Bonnet à Nancy, en prend la mesure et devient biographe de Bonnet. Mais avant ça encore, il y a la thèse, puisqu'il a fait une thèse sur la crise post-conciliaire dans la province dominicaine de France. Et c'est dans le cadre de cette thèse, j'imagine, qu'il a fait la connaissance du père Bonnet, qui apparaissait justement comme un élément un peu réfractaire aux tendances dominantes au sein de la province en question. Donc, il y a la thèse sur la province dominicaine, il y a l'anthologie, et puis il y a cette biographie
qui vient 10 ans après et qui est elle-même une sorte d'anthologie dans l'anthologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes sélectionnés. Voilà. Donc, c'est un ensemble assez cohérent. On n'a pas le temps parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais c'est un texte, c'est un livre que j'ai trouvé assez saisissant parce que ça renvoie pour les historiens de manière générale au problème qu'on peut avoir, que le biographe, le rapport que le biographe a avec le personnage dont il écrit la vie, où on sent bien à la fois, moi ça m'a rappelé deux formules, à la fois cette formule de Paul Ricoeur, qu'on cite souvent aux étudiants, l'histoire est une forme d'amitié. Une amitié un peu paradoxale parce qu'elle n'est pas réciproque, souvent des amitiés avec des morts, mais une amitié quand même un peu évolutive parce qu'à mesure qu'on prend connaissance de la personnalité qui vous a séduit, qu'on change soi-même et donc on la regarde différemment, il y a une histoire. Voilà. Et ce livre, c'est aussi l'histoire d'une amitié qui débouche au bout de 15 ans sur une biographie. Il y a un très beau passage que je vous cite, qui vous donnera aussi un peu une idée de la manière dont il a décrit, quand il explique comment il découvre les archives de Bonnet en 2015, au moment où Bonnet va bientôt mourir, souffre de la maladie d'Alzheimer. Et a donc lui, qui était un obsédé des archives et de la mémoire, perd sa mémoire. Et Yann écrit ceci que je trouve très beau, c'est à propos des évolutions du catholicisme de la seconde moitié du 19e siècle qu'il entend décrire. Il écrit, c'est plonger dans ces dossiers, donc les dossiers Bonnet aux archives de Meurthe-et-Moselle, c'est plonger dans ces dossiers au moment même où Serge Bonnet perdait sa mémoire et achevait sa vie, que s'imposait à moi l'idée de les retrouver, les évolutions du catholicisme, et retracer. Voilà. La faillite d'une mémoire personnelle et l'historien qui entre en scène à ce moment-là avec ce problème des évolutions du catholicisme de la seconde moitié du 19e siècle. Donc, l'histoire est une forme d'amitié, et puis, je dirais une chose, moi, qui me frappe beaucoup chez Bonnet, qui m'avait frappé, moi, à propos des mêmes problèmes avec un autre personnage qui était le chanoine Boulard, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire ce plaisir et cette importance qu'il y a dans un dossier sur lequel on travaille à rencontrer ce que j'appellerais le bon témoin. C'est-à-dire celui qui vous met sur une piste auquel vous n'aviez pas pensé, ou qui vous donne le sentiment de faire remonter dans un dossier des aspects de ce dossier sous-traités par le discours dominant, des pièces qui manquaient. Vous tombez sur quelqu'un qui vous fait remonter les pièces qui manquaient, vous en avez immédiatement le sentiment, et quand on arrive comme nous, 50 ans, 60 ans, 70 ans après la bataille, le bon témoin, c'est aussi celui qui finalement aura vu assez clair, in medias res, le feu de l'action, dans les controverses, dans la complexité des situations, qui aura, ou dont l'histoire a prouvé qu'il avait été assez lucide sur un certain nombre de choses, et finalement sa cote a été montante avec les décennies, et je crois que c'est vraiment son cas, c'est-à-dire il y a vraiment un bon témoin, c'est un bon témoin. Le bon témoin, c'est pas celui qui a toujours raison. Et d'ailleurs, on sent bien chez Bonnet qu'il y a une tentation un peu populiste, il y a une tentation de polémiste qui ne l'a pas toujours servi. Mais c'est quand même un de ceux qui auront été les plus lucides dans les événements complexes auxquels ils ont été affrontés. Alors on pourrait se poser la question, d'ailleurs assez longuement, sur à quoi doit-il cette lucidité particulière, finalement? Où a-t-il été la chercher au-delà de son intelligence très vive, dont témoigne d'ailleurs, il y a des beaux textes de celui qui avait été son maître des novices, si je ne m'abuse, Nicolas Rettenbach, qui disait c'est un garçon extrêmement intelligent, même s'il n'a pas le goût de la spéculation, c'est-à-dire de la philosophie et de la théologie. Il a plutôt précisément une intelligence de type historique, sociologique, finalement assez sous-représentée chez les dominicains de la province de France, qui fabriquaient plutôt du philosophe et du théologien en série. Et donc, voilà quelqu'un qui est un petit peu décalé dans son intelligence par rapport au logiciel, au fond, un peu dominant dans la province à ce moment-là. Donc, un garçon très intelligent, avec des origines religieuses peut-être un petit peu décalées par rapport à celles de ses camarades, en ce sens qu'il vient de ce troisième cercle que Le Braz avait appelé charitablement des conformistes saisonniers dans les années 30. Il arrive de ce troisième cercle, il a des convictions politiques il vient de l'Action française, c'est quand même quelqu'un qui vient de l'Action française, qui a été formé par l'Action française, comme son grand ami Philippe Ariès, avec des évolutions en interne qui ne sont pas exactement les mêmes. Bon,
On a souvent parlé de ça avec Yann sur cette école de pensée qui a été l'Action française et qui a donné des esprits, qui a donné le pire et le meilleur, dans un sens, mais qui a donné des gens comme le géographe Jean-François Gravier, le spécialiste du jazz Hugues Panassier, le psychanalyste Édouard Pichon. Il y a toute une... Si on les met en série, on s'aperçoit qu'en réalité, l'Action française a été une école de pensée féconde, surtout quand on en sort. En tout cas, il y a là un univers de gens qui ont été un petit peu oubliés, écrasés après la Seconde Guerre mondiale par, je dirais, la représentation un peu dominante de notre. Donc, ces convictions politiques, c'était pas exceptionnel d'ailleurs pour un jeune dominicain que d'être passé par l'Action française. Ce qu'il est peut-être plus, c'est d'en être un peu resté, d'être resté un peu dans la continuité. Un Congar, par exemple, a eu aussi son moment Action française. Les jeunes dominicains des années 20 ont assez souvent été séduits par l'Action française. Des convictions politiques, en tout cas, qui l'ont un peu décalé. Sa formation de sociologue, d'historien, son tempérament non conformiste, particulièrement libre. J'allais dire aussi son courage, pourquoi pas. Il y a des facteurs psychologiques de ce type. Il y a un très beau passage d'ailleurs que cite Yann à un moment de Bonnet où il parle de ces fidèles qui viennent communier encore dans la bouche dans les années 70, alors que le clergé les a fait passer un peu d'autorité à la communion dans la main. Ça avait été des grandes controverses dans les années 70, est-ce qu'on peut communier ou pas dans la main? Bon. Et il y a un passage de Bonnet qui est favorable, lui, à la communion dans la main, mais qui dit, quand je vois un type qui arrive pour communier dans la bouche et qui est seul dans la file, j'ai une certaine admiration pour ce qu'il appelle le courage isolé. Le courage isolé. C'est un peu ça, Bonnet. Il y a une part de courage, c'est-à-dire celui qui consiste à aller contre les conformismes de son milieu et qui a, à mon avis, été un des éléments de cette lucidité particulière. Et puis, peut-être que le dernier élément, mais la liste n'est pas exhaustive, mais on l'a bien compris en écoutant Yann, c'est le fait qu'on n'a pas affaire à un traditionnaliste. On n'a pas affaire à un type qui, par principe, est hostile à la réforme qui a été préparée puis réalisée dans les années 60 via le Concile. C'est, si on veut, un repenti de la réforme, mais un repenti partiel. C'est quelqu'un qui est favorable à l'ordination des femmes, c'est quelqu'un qui est favorable à l'ordination des hommes mariés. Donc, c'est pas du tout un traditionnaliste. C'est quelqu'un qui a accepté, au fond, de corriger un certain nombre de choses dans sa trajectoire à mesure qu'il en a constaté un certain nombre d'effets. Donc, ce statut de repenti partiel qui pour autant ne se déjuge pas et est capable, il y a des très beaux textes où il rend hommage, y compris à ses adversaires, dans les polémiques des années 70, à ces prêtres ouvriers passés à gauche, voire à l'extrême gauche, qui sont devenus ses adversaires dans les polémiques, mais dont il ne nie pas la noblesse des idéaux et des préoccupations pastorales. Il y a vraiment une espèce de rapport, je dirais, c'est à la fois un combattant et en même temps, il n'est pas injuste dans les controverses. Donc, tout ça pour dire qu'on a affaire, à mon avis, à un bon témoin et que le sujet d'importance, on l'a aussi un peu compris, c'est derrière la biographie de l'homme Bonnet, qui est une biographie classique, très complète, avec ses archives extrêmement riches, qui étaient les archives de Bonnet lui-même, toutes les questions liées à la crise post-conciliaire du catholicisme français et aux évolutions de sa sociologie, avec cette préoccupation d'écrire une histoire populaire de cette crise post-conciliaire, c'est-à-dire non pas une histoire à partir des états-majors militants du catholicisme, cléricaux ou militants, comme on le fait bien souvent, ne serait-ce que parce que c'est eux qui parlent, c'est eux qui produisent des archives, et qu'on passe derrière eux, et donc, j'allais dire, on leur emboîte le pas assez spontanément, mais d'écrire l'histoire de cette réforme à partir de ceux qui l'ont vécu en spectateur, un peu passivement, qui l'ont parfois subi, et chez qui elle a produit des effets qui n'étaient pas prévus initialement. Donc c'est vraiment ce souci-là d'aller vers une histoire populaire de ce que notre collègue Denis Pelletier avait appelé la crise catholique des années 1965-1978, mais qui était précisément chez Denis Pelletier plutôt une histoire des états-majors militants, des milieux militants, qu'une histoire des fidèles ordinaires, de la réception de la réforme en question chez les fidèles ordinaires. De ce point de vue-là, à mon avis, je parle sous le contrôle de Yann, il y a un chapitre essentiel, au fond, dans la biographie, qui s'appelle le chapitre 5, qui s'appelle la déchristianisation inversée.
C'est-à-dire cette idée que dans le décrochage général du catholicisme français depuis les années 60 et dans le décrochage plus spécifique des classes populaires, des catégories populaires à l'intérieur, le clergé aurait une certaine responsabilité, c'est pas monocausal, mais aurait une certaine responsabilité. La déchristianisation est inversée parce que ce sont les orientations pastorales et la crise spécifique de ce clergé qui aurait eu des effets de déstabilisation des classes populaires avec des profils très variés. Il faut aller vers une typologie des décrocheurs qui ont pu décrocher pour des raisons diverses et à des cadences diverses. Mais la déchristianisation inversée, c'est ça, c'est-à-dire quel rôle la réforme ecclésiastique a pu jouer paradoxalement, dans le décrochage des classes populaires. Voilà. Donc c'est le thème. Et comme je disais tout à l'heure, l'un des intérêts de ce texte, c'est non seulement de nous faire lire Bonnet de façon contextualisée, mais de citer beaucoup de contemporains qui ont participé aux controverses dans lesquelles il a joué un rôle. Et j'ai découvert, parce que ça je ne le connaissais pas, on avait parlé d'un certain nombre de choses, mais un texte que je voudrais vous lire pour finir cette petite introduction, de Marc Bonnard, le regretté Marc Bonnard, qui écrivait en 1971, dans un débat organisé, c'est un texte qu'il a d'abord prononcé au CCI, le Centre catholique le Centre catholique des intellectuels français, qui avait été fondé après la guerre et qui a été une institution très importante dans les années 60-70, notamment jusqu'au début des années 70, qui organisait des semaines de rencontres importantes. Il y avait une revue qui s'appelle Recherche et Débat, qui est une revue absolument passionnante. C'est vraiment une revue, c'est une source extraordinaire sur l'histoire religieuse des années 45-75, grosso modo. Et dans un débat de 1971 organisé sur la question du décrochage du catholicisme populaire, Marc Venard rappelait que ces effets un peu involontaires des réformes ecclésiastiques qui produisaient des effets de déchristianisation populaire, c'était pas une spécificité du Concile Vatican II, c'est-à-dire qu'au fond, il montrait, on prenait ça dans la longue durée, en montrant qu'il y avait eu des antécédents, d'une certaine façon, et que c'est dans ce cadre-là qu'il fallait replacer l'ensemble. Je vous cite ce passage de Marc Venard, donc de 1971, qui écrit ceci. Les modèles conciliaires sont loin d'être universellement compris et adoptés. Je ne parle même pas de la résistance des traditionalistes, cas typique d'anciennes élites accrochées à un modèle qui n'a plus cours, ce qui ne veut pas dire que tout y soit sans valeur. Mais je pense plutôt à ces bastions de chrétienté, les PIA de la carte Boulard, à ces bastions de chrétienté qui s'épanouissaient à l'aise sous les anciens modèles et à qui les nouveaux ont été brusquement proposés sans qu'ils les aient demandés. Dans telle paroisse de l'Ardèche que je connais, c'était son pays, à Marc-Godard, il y a moins de gens pour assister à la messe, célébrée en français, qu'au temps des grands-messes en latin. Et pourtant, dira-t-on, il ne comprenait rien à celle-ci. Mais croyez-vous que c'est comprendre qu'il voulait, du moins au sens que vous donnez à ce mot? Ce qu'ils paraissent en tout cas avoir compris, c'est que la messe mise à leur portée perdait son intangibilité sacrale pour devenir ce qu'elle est, une assemblée où ils sont invités à rencontrer Dieu, mais où eux, désormais, s'apercevaient qu'ils ne rencontraient rien sinon l'ennui. Encore une fois, le modèle ne peut être reçu que par qui l'attend. Il ne faudra donc pas être surpris ni scandalisé si la réforme vaticane laisse derrière elle tout un sillage de déchristianisation, il y a des guillemets, tout un sillage de déchristianisation comme l'a fait, mais avec un retard de 2 siècles qui a obscurci le phénomène, la réforme tridentine. J'ai trouvé ce texte absolument admirable, signe dès demain. Pour avoir parcouru les archives de Boulard, comme autre bon témoin de l'époque, je crois qu'il se serait absolument retrouvé, je ne sais pas s'il a connu ce texte, dans cette analyse. Voilà, je m'arrête là pour que nous ayons un peu de temps pour la discussion. Sébastien veut dire un mot. Oui, merci Guillaume pour ces remarques et de lecteur.
un des premiers qui a traversé le livre. Je t'en remercie. Effectivement, la question, moi, ce qui m'a passionné dans cette histoire, c'est de revisiter tout un ensemble de controverses internes aux sciences sociales du catholicisme. Et d'ailleurs, en introduction, j'ai présenté un des enjeux du livre comme euh, j'ai présenté mon ambition d'introduire une histoire-bataille des sciences sociales du catholicisme. Bien sûr, le genre est un peu dépassé de l'histoire-bataille, mais je trouve que pour les sciences sociales, on aurait beaucoup à apprendre en travaillant à fond les controverses constitutives de nos disciplines. Et il est vrai que dans ce chapitre 5, la déchristianisation inversée, euh, j'ai découvert que ce texte que l'on présente toujours comme canonique, un peu dans une certaine doxa, je dirais académique, hein, le déchristianisation mot fallacieux du doyen Lebras, ce texte avait été immédiatement critiqué, avait fait l'objet de, de critiques franches ou voilées, et qu'il y avait eu dans les années 60 et 70 deux paradigmes qui s'opposent, et c'est François-André Isambert qui va clairement poser cette distinction lorsqu'il décrit les tenants et les aboutissants de la querelle de la religion populaire dans les années 70. Il dit il y a un paradigme de la déchristianisation et il y a un paradigme de l'ex-christianisation. Et ça, c'est une des dimensions que j'ai découvertes. Et c'est l'intérêt de cette histoire, c'est aussi de réviser la mémoire, en fait, de nos corporations de sciences sociales du catholicisme contemporain. Et de voir que, eh bien, il y a certains points de vue un peu modernisateurs qui ont dominé, alors qu'ils n'ont jamais fait l'unanimité, et que les points de vue adverses ou collatéraux étaient extrêmement heuristiques. Est-ce qu'il est bon juste d'avoir notre palette complète et de se souvenir de la complémentarité et des apports mutuels et différenciés de ces paradigmes respectifs? Alors maintenant, la parole est à la salle. J'imagine qu'il y a plein de questions. N'hésitez pas encore une fois, mais donc toujours les questions courtes. Oui, merci à vous. Pour votre présentation, j'ai deux questions, mais ça va être une question un peu générale, une question un peu plus spéculative. Sur la question générale, c'est d'un point de vue historique. Vous avez évoqué dans votre introduction le discours d'instruction cléricale des années 50 qui allait donner naissance à une instruction plus large et plus prolifique dans les années 60, 70, 80, en donnant quelques exemples. Est-ce que Étudier Bonnet vous a aidé à mieux comprendre, vous donner cette sorte d'avant-garde, en quelque sorte? Est-ce que c'est l'action catholique que vous avez dans les 30? Est-ce que c'est la vigueur du communisme de l'époque? Est-ce que c'est la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que vous avez découvert des choses à ce niveau-là, pour savoir dater précisément ce déclic peut-être dans l'histoire de l'Église, ou avant les années 60, c'était déjà les années 60, si je veux dire. Et puis, deuxième question, plus spéculative. Dans les évolutions un peu récentes, sociologiques du catholicisme, je pense qu'on pose souvent la question, mais c'est intéressant, il me semble, est-ce qu'on peut parler d'un certain retour des catégories populaires dans le catholicisme français, en tout cas, dont, par exemple, la relative influence au fil au Sacré-Cœur pourrait être l'un des indices, d'une certaine manière, ou encore l'action du pape François pour la promotion de la piété populaire pendant tout le temps. Est-ce que vous diriez que c'est en partie l'avenir du catholicisme français? Je pense aussi à Léo Boucher qui a écrit un ouvrage avec cette question en titre. J'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Alors, je vais commencer par votre deuxième question. Retour des catégories populaires, mais tout dépend de quel populaire on parle. Les formes de dévotion populaire, comme l'avait montré très bien Bonnet dans l'introduction à Prière secrète des Français d'aujourd'hui, ne sont pas spécifiques aux classes populaires. Et il ne suffit pas d'organiser une procession mariale pour qu'elle soit populaire, ni de diffuser un film sur le Sacré-Cœur pour qu'il s'agisse d'une dévotion populaire. Il y a des dévotions que l'on qualifie de populaires, et il y a ensuite la place des catégories populaires dans le dispositif ecclésial. Aujourd'hui, si on regarde toutes les enquêtes récentes, la tendance dominante, c'est une gentrification du catholicisme. C'est très net.
C'est une gentrification du catholicisme et le catholicisme pratiquant est un catholicisme de classe sociale supérieure. Avec une petite nuance, c'est que dans les baptêmes d'adultes, tendance récente, qu'il faut être encore prudent dans l'interprétation, on voit là des catégories populaires, des enfants d'employés, par exemple, qui sont surreprésentés par rapport à leur proportion dans la population française, qui se réaccrochent. Bon, donc il faut voir cela. Ensuite, si aujourd'hui il y a un regain de dévotion populaire lié aux catégories populaires, c'est lié au phénomène migratoire. Effectivement, ce qui est un peu oublié souvent par ceux qui parlent de la religion populaire, qu'on a tendance à idéaliser et à fixer dans une espèce d'identité nationale, alors qu'aujourd'hui, la religion populaire réelle, elle est une empreinte de la mondialisation plus que d'une forme de France de toujours. Prenez les chapelles latérales des églises parisiennes. Vous observerez que la plupart d'entre elles, qui étaient réduites à l'état de quasi-placard à balai il y a encore 10 ans, sont aujourd'hui fréquentées et vous verrez que des statues de saints qui étaient délaissées font aujourd'hui l'objet de pratiques. Il y a des photos qui sont glissées, il y a des objets qui sont posés, que tout cela est renouvelé, qu'il y a même des intentions de prière qui sont écrites au crayon de papier sur les murs autour de ces statues. Ensuite, postez-vous, cachez-vous dans le confessionnal d'à côté, qui est un peu abandonné, et regardez qui de ces dévotions. Vous verrez tout un catholicisme coloré qui est apporté par la France, par l'outre-mer français, par des catholiques venus d'Afrique, par des catholiques venus du sud de l'Europe, euh, qui opèrent la recharge sacrale, comme aurait dit Alphonse Dupont. Donc, voilà ce que je dirais, que un regain de catholicisme populaire, non. Le lien entre dévotion populaire et Sacré-Cœur et le film Sacré-Cœur, je ne le vois pas. Et s'il y a un regain réel de dévotion populaire, oui, il y en a un, mais en fait, c'est un déplacement de public, il est lié à l'immigration. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a pas été, qui a été peu dit jusqu'à présent dans les controverses autour de Sacré-Cœur, c'est que regardez qui est porteur des dévotions au Sacré-Cœur. Dans les dévotions mariales, eh bien, c'est beaucoup. Ce sont des catholiques venus des Antilles, voilà. Donc, ça ne correspond pas du tout avec aussi ce que montre le film. Donc, il y a un certain nombre de décalages intéressants à étudier. Alors, ensuite, l'histoire générale de l'avant-garde. Non, je ne dirais pas que travailler sur l'histoire de Bonnet permet d'apporter des choses là-dessus. Il n'y a pas une cause à dire un certain avant-gardisme modernisateur dans le clergé. Il y en a de multiples. Je ne vais pas les retracer ici. Moi, ce qui m'a intéressé dans le dossier, c'est de voir à quel point il y a un idéal du changement, un moment des années 60. Les années 60 sont une période où, dans le catholicisme ou en dehors, on rêve l'avenir. D'ailleurs, c'est la décennie dans laquelle s'invente euh, la, la futurologie. C'est typique des années 60. Je pense à Bertrand de Jouvenel. Donc, il y a une aspiration au changement, il y a l'idée que demain sera nécessairement meilleur qu'aujourd'hui. Il y a un régime d'historicité progressiste, comme le dirait François Hartog, qui, on va dire, légitime le changement bien plus que telle ou telle théologie. Et là-dessus, moi, je suis plutôt nuancé et réservé sur l'influence que l'on prête aux théologiens dans la période. Je pense que le régime d'historicité et la confiance dans l'avenir ont bien plus fait que telle ou telle théologie. La nuance que j'apporterai sur ce dossier. Oui. François Guillaume. Merci. D'abord, je suis très heureux de vous entendre. C'est tout à fait remarquable. Et j'ai cherché, à travers de votre propos, un peu les raisons pour lesquelles le père Bonnet m'a apporté son appui, son soutien, son intelligence des choses. Et voilà, je vais essayer de vous le livrer. Je pense par exemple au monde agricole. Bon, naturellement, le père Bonnet est rural,
connaissait le monde paysan, mais ce n'était pas sa préoccupation première. En revanche, mon premier contact avec lui, parce que je l'avais sollicité pour faire justement euh, aider faire un petit colloque ou une session de formation au profit des jeunes agriculteurs que nous étions. Nous avions une formation générale très limitée. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait seulement 1% des paysans qui avaient le baccalauréat. 1% des paysans qui avaient le baccalauréat. Et donc, la plupart des paysans n'avaient qu'une formation primaire. Mais au sein du monde paysan, il y avait quand même, c'est justement là-dessus que le père Bonnet a réagi avec nous, c'est qu'il y avait des notables depuis des générations et des notables qui dirigeaient tout, qui récupéraient les terres disponibles, etc. Et justement, les jeunes agriculteurs à l'époque, sont montés au créneau que le gouvernement faisait sur le centre. On va mettre en place une répartition des terres plus équitable, donc ce ne sont pas toujours les mêmes qui reprennent les terres disponibles. On va mettre en place un système social, on va développer les coopératives, on va, etc., etc. Et là, il y avait une résistance très forte, naturellement, des dirigeants paysans, des anciens collecteurs paysans. Et le père Bonnet, lui, a été, je pense, un petit peu intéressé, je ne veux pas dire séduit, mais par le fait que des jeunes réagissaient et essayaient de remettre en place un système beaucoup plus équitable. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il m'a d'ailleurs confié, alors, avec la dimension dont vous avez parlé tout à l'heure, le livre, il m'a donné le livre Le frère aux vaches? Les vaches. Le frère aux vaches. Oui, c'est ça. Voilà. Bon. Et puis ensuite, sidérurgie. Alors, vous savez que le livre sur la sidérurgie, j'avais découvert, en fait, que c'était plutôt, comme vous l'avez indiqué d'ailleurs, l'aspect social, l'aspect respect, donc, et compréhension des populations qui travaillaient, les ouvriers, etc., etc. En ce qui me concerne, donc, ayant amené à un moment donné, en tant que président du comité économique et social de Lorraine, au moment de la crise de la sidérurgie, là aussi, j'ai rencontré facilement le père Bonnet, parce que la Lorraine risquait d'être totalement privée de la sidérurgie, dont on considérait qu'elle devait désormais s'installer sur l'eau, c'est-à-dire à Beaucaire et à Fos-sur-Mer. Deuxième raison, voilà. Et donc à ce sujet, j'ai pris connaissance de ces livres, L'homme du fer, et la ligne rouge de Mofino, etc., etc. Et donc, là aussi, beaucoup autour de moi a réussi vraiment aussi à mieux comprendre la situation exacte et notamment celle de la population des ouvriers, du monde ouvrier, les mineurs, etc., etc. Donc, cette dimension-là nous a permis de l'intégrer un peu dans la proposition de protection de la sidérurgie lorraine. Une troisième aussi, dimension, c'est notamment au niveau du ministère, vraiment, il y a quelqu'un qui a réussi à mobiliser et insérer au sein de l'équipe du cabinet ministériel des relations assez extraordinaires, ce qui reste extrêmement rare. C'est lui qui a été un peu le ciment de tout ça, parce qu'il a su un peu additionner les forces et réduire un peu, réduire les oppositions. Et enfin, la dernière chose, c'est que là aussi, il a été oui, peut-être que le père Bonnet, c'est pas, je vais penser, mais
sa position tiers-monde. Bon, il se trouve que vous avez cette question parce que cette question tiers-monde m'interpelle, que nous avons travaillé ensemble sur le sujet. D'ailleurs, nous avons rencontré Jean-Paul II en tête-à-tête pendant un quart d'heure pour l'expliquer une solution qui nous permettait éventuellement de sortir un peu de tiers-monde. Et ça a été, ça a été ensuite complètement abandonné, d'ailleurs, personne ne s'en a occupé au niveau du Vatican. Il y avait Jean-Paul II avait désigné quelqu'un pour s'en occuper, il a fait. Voilà, donc c'est un peu tout ça que je vais vous dire, parce que c'est une dimension de l'homme, et aussi, ça témoigne de son souci d'efficacité, pas simplement émettre des idées, défendre des points de vue comme vous l'avez fait brillamment, mais aussi de voir quelles sont les implications possibles en relation directe avec la population qui était nationale. Oui, oui, tout à fait. Les idées étaient agissantes et les idées étaient agissantes avec lui. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, vous auriez pu parler aussi de sa passion du livre, hein, donc de sa passion du livre, de l'édition. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi les formats éditoriaux en cherchant ceux qui allaient être les plus propices à diffuser exactement et à produire l'effet désiré. Et l'homme du fer, c'est vrai, j'ai peu parlé de l'homme du fer et de toute la contribution majeure de Serge Bonnet à l'histoire de la sidérurgie en Lorraine. Hein. C'est lui qui a accompagné et mis sur le sujet, par exemple, Gérard Noiriel, qui a accompagné Dominique Schnapper dans sa thèse sur le sujet, qui a réuni, qui a construit les fonds d'archives à partir desquels, toujours aujourd'hui, on travaille la question de la sidérurgie en Lorraine. Et l'homme du fer, donc c'est une tétralogie de recueils de documents. Et ces recueils ont permis une chose, c'est qu'ils étaient achetés dans les familles d'ouvriers. Et ça permettait aux ouvriers de se réapproprier leur histoire avec leurs documents et de valoriser aussi dans un livre toutes ces pièces d'archives qu'ils pouvaient avoir chez eux tout en ignorant leur valeur. Donc il y a là vraiment un dispositif éditorial, un dispositif dans la diffusion, la mise en scène du savoir qui est extrêmement intéressant. Oui, ça fait partie de toutes ces multiples dimensions d'une œuvre. Permettez que je rajoute aussi on parle de la culture populaire. C'est la raison pour laquelle, avec lui, nous avons fait un village vivant. Et nous nous sommes aperçus rapidement que c'était gagnant parce que les gens du milieu rural venaient au village vivant. Fontenoy l'ajoute. Et repartaient avec des petits sacs dans lesquels il y avait des cartes. Donc c'était gagné, c'était gagné. C'était pas une pile, c'était évident. Peut-être d'autres questions? Alors, moi j'ai des pardon, j'ai des questions. Pour la transition avec la Lorraine, j'ai pu rencontrer une femme d'âge, 90 ans, qui a été longue à l'époque, justement, il y avait la révolte populaire en 80. Et elle m'a gentiment montré en fait des photos d'une père collée qu'elle accueillait dans la maison familiale. Et j'étais surpris de le voir en civil. Est-ce que vous savez si dans les documents des archives, vous avez croisé quelconque discours du père Bonnet sur l'abandon justement de certains écrits classiques, de religieux, Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude vestimentaire? Il y a un texte dans le livre. Il y a un long texte que je cite où vous trouverez ce qui vous intéresse. Alors, Serge Bonnet portait le vêtement blanc des dominicains
dans des situations de prédication. Hein. Il a toujours prêché beaucoup au jour du Seigneur, sur France Culture. Il baptisait, mariait, accompagnait beaucoup de gens personnellement en dehors de cadre paroissial. Mais sa tenue, c'était plutôt le complet velours. Voilà, il a fait carrière au CNRS. Il a fait carrière au CNRS et il avait une tenue de velours ou une cravate avec une petite croix sur le col. Ça n'était pas du tout, comme l'a dit Guillaume Duchesne, ça n'était pas du tout un traditionnaliste et il avait un désir de modernisation des formes religieuses, mais pas de n'importe quelle manière. Et surtout, il considérait que la modernisation devait aussi accepter que tout le monde n'évoluait pas au même rythme et qu'il faut accepter que les groupes sociaux évoluent à des temporalités différentes. C'est respectable. Donc voilà, donc écoutez, dans le livre, en tout cas, il y a tout un texte sur l'abandon des rites et d'un certain nombre de pratiques coutumières au sein de l'ordre dominicain. Alors, je transmets. Pardon, j'ai simplement donc il y a des questions. Il y a des questions en ligne. Alors, je les transmets d'abord. Catherine Vincent, voilà, qui demande est-ce que le Père Bonnet s'est intéressé à d'autres contextes que celui de la France, où les formes de la dévotion n'ont pas connu les mêmes ruptures. Elle dit, je pense, au sud de l'Europe. Ça, c'est une question. Il y a une autre question, c'est Pierre Moracchini, donc c'est sans doute plus rapide à répondre. Est-ce que les travaux de Gérard Cholvy et Yves-Marie Hilaire s'expliquent éventuellement par la pensée du Père Bonnet? Alors, à la première question, Serge Bonnet était un homme de monographie, c'est un historien de la Lorraine, et il aimait à dire que la production de l'érudit dure plus longtemps que celle de l'intellectuel parisien parce que l'érudit connaît mieux ses archives, connaît mieux ses fonds et que celui qui exploite bien les fonds d'archives, finalement, il a moins d'envolées théoriques, mais ça fait des ouvrages de référence pour tous les ouvrages qui suivent, pour tous les historiens qui suivent. Euh, donc, il n'a pas travaillé sur des contextes internationaux, mais il en avait connaissance, entre autres parce que quand il est, dans les années 60, en mission à Villerue, puis à Cambonne, puis à Villerue, il travaille avec un autre dominicain, Charles Santini, qui lui a fait des recherches extrêmement importantes sur l'immigration italienne et sur les origines, sur le contexte italien des populations d'ouvriers lorrains. Et ça, c'est extrêmement important. Et Serge Bonnet est un des premiers à travailler sur l'immigration. C'est un spécialiste de la France et c'est un spécialiste de l'immigration dans les années 60. Donc voilà un élément. Et ensuite, C'était l'influence d'être des... ah oui, alors il y a une correspondance avec Yves-Marie Hilaire et Gérard Cholvy dans ses archives. Ils ont certaines affinités, surtout dans les années 70, c'est assez net. Yves-Marie Hilaire, entre autres, vient mobiliser Serge Bonnet pour lui demander d'intervenir, entre autres sur la religion populaire, pour limiter les excès de certains prêtres d'avant-garde. Parce que, entre autres, dans le diocèse, est-ce que c'est le diocèse de Cambrai ou le diocèse de Lille, il y avait eu toute une expérimentation d'un baptême par étapes, voilà, qui suscitait une controverse. Yves-Marie Hilaire n'y était pas très favorable et venait chercher du côté de Serge Bonnet quelques arguments sociologiques, historiques ou quelques arguments d'autorité ecclésiastique pour essayer de limiter l'expérimentation. Et enfin, il y avait une question de Claire Maligo. Est-ce que le Père Bonnet lit des ouvrages contemporains, années 60-70, produits sur le cas latino-américain, en Amérique latine ou en Europe, et qui réfléchissaient sur peuple et pauvreté, même si ce n'est pas le même ancrage politique, sociologique et théologique? Alors, il aimait beaucoup l'anthropologue Georges Frère et il s'inspirait de ses travaux sur l'inculturation du christianisme au Brésil et entre autres sur la critique de la manière dont les jésuites comment dire, ont écrasé une religiosité populaire locale.
Après, non, du côté de c'était quelqu'un de très intéressé par la question du tiers-monde. Il a été très mobilisé lors de la guerre du Biafra. Il était très sensible aux questions de solidarité internationale, mais ça ne faisait pas partie de son périmètre de compétences et c'était assez peu dans ses lectures. Parlez. Pardon. Vous savez, je vous dis toujours rapide, vous avez évoqué dans la conférence d'émission. Je ne sais pas comment est-ce que le professeur Bonnet si c'est intéressé, je pense que oui, à cet ouvrage, mais comment est-ce que se positionner par rapport à le constat qui a été fait dans la France d'émission, voilà tout ce que vous avez présenté, et une nouvelle question un peu en lien. Vous avez aussi évoqué le fait qu'il s'était questionné sur la possibilité d'être prêtre brûlé. Quel lien il a gardé avec eux, parce que je ne sais pas bien en quoi est-ce que la critique porte sur une forme de cléricalisme avant-gardiste toucherait le ministère des prêtres ouvriers, pour le coup, était un ministère de présence, enfin, est un ministère de présence en ouvrier, plus que un ministère paroissial, qui accompagnement paroissial. Je ne sais pas si la question est claire, mais on voit dans les terrains d'implantation des prêtres ouvriers de forte présence des prêtres ouvriers que leur présence continue encore aujourd'hui à être évoquée. On voit sur le plateau de Lausanne, par exemple, la présence des prêtres ouvriers reste ancrée dans une forme de légende, au-delà d'ailleurs même des catholiques et de l'ensemble de la population. Donc peut-être je ne vois pas bien en quoi est-ce qu'il y a une critique dans ce que vous avez dit, en quoi est-ce qu'il aurait été perçu par rapport à l'expérience des prêtres ouvriers. Alors, sur France Pays de Mission, c'est un ouvrage. Je ne connais pas de texte de lui précisément sur France Pays de Mission. Mais France Pays de Mission, c'est un ouvrage qui immédiatement pose la question de l'ambivalence du clergé par rapport à la culture populaire. Parce que France Pays de Mission, c'est un livre qui est publié dans une France où le baptême des jeunes enfants est pratiqué à des taux de quasi-unanimité. Donc, ce qui montre bien que dès la naissance du mouvement missionnaire, le mouvement missionnaire, il se légitime par un soupçon jeté sur les formes héritées de l'inculturation du christianisme. Ce qu'on retrouve ensuite dans les textes de Jacques Leuve, par exemple, hein, Journal d'une mission prolétarienne, où Jacques Leuve dit tout le rapport à la paroisse des familles de dockers, c'est pur folklore, le Christ n'y est pas. Donc, il y a le mouvement missionnaire repose sur un soupçon jeté sur l'inculturation du christianisme. Et Serge Bonnet participe de ça. C'est les textes que je vous ai cités dans les années 50-60. Mais jusqu'au moment où, voilà, c'est une première chose. Ensuite, le rapport au prêtre ouvrier, il veut être prêtre ouvrier, mais il est empêché par un effet de génération puisque il est ordonné en 1955. Et ensuite, il a une trajectoire de prêtre au travail. Dès 61, il est recruté au CNRS, il fait des enquêtes de sociologie sur tout le bassin de Longvide, etc., ce qui correspond tout à fait on va dire, au logiciel des prêtres ouvriers qui travaillaient avec des sociologues, etc., enfin des prêtres sociologues, et il fait carrière au CNRS. Donc c'est un prêtre au travail. Et pour lui, c'est quelque chose qui était tout à fait bénéfique. Il n'a jamais, et il y a une lettre que je cite sur l'arrêt de 1959, donc l'arrêt définitif, ce qui restait de l'expérience, où voilà, il écrit au provincial, bien sûr, vous n'avez aucun souci à faire sur sur notre obéissance, mais il écrit à ses amis que c'est un moment déchirant. Donc c'est quelqu'un voilà, qui participe hein, à ce moment missionnaire. Ensuite, ce ne sont pas les prêtres ouvriers qui l'attaquent, c'est plus la figure de l'aumônier d'Action catholique. Et c'est plus le modèle élitiste diffusé par l'Action catholique qui va être sa cible. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de substitution du modèle du militant par rapport au pratiquant. Et il y a toute une dévalorisation dans le clergé du pratiquant et une promotion du militant.
Or, ce que Bonnet montre, c'est que le militant correspond en fait à une forme d'engagement euh, conforme à la culture des classes sociales supérieures. Et que ce modèle d'action catholique, il génère de l'élite chrétienne et ouvrière, ou de l'élite chrétienne et agricole, si on pense à la Jacques, mais de l'élite. Et donc, c'est un mouvement qui se revendique du populaire, mais souvent en contribuant aussi à déclasser véritablement la religion populaire. Parce que dans l'action catholique, il y a un bon peuple, il y a un mauvais peuple, etc. Et ce qui critique, dans un certain ouvriérisme des avant-gardes, c'est qu'il repose sur une mythologie prolétarienne inspirée la propagande communiste, que les prêtres reprennent comme une forme de réalité, et ils ne voient pas que les ouvriers baptisent leurs enfants, font catéchiser leurs enfants, et que toutes les femmes des ouvriers ont une icône de la Vierge, etc. Et Bonnet, lui, voit ça chez les Italiens. Et voit que dans la Lorraine sidérurgique, hein, parce que c'était aussi, on n'en a pas parlé, c'était un spécialiste de sociologie électorale, hein, ses recherches en sociologie électorale ont fait référence pendant longtemps, là où il y avait les plus forts taux de vote communiste, il y avait aussi les plus forts taux de baptême. Et cette contradiction, c'était un impensé pour les militants communistes et un impensé pour les militants de la mission catholique. Et lui s'est efforcé de penser cela et de penser justement cette culture populaire communiste et chrétienne vécue sans contradiction. Il y a d'autres questions. Oui, allez. Ça peut donner finalement besoin des influences que C'est un très grand lecteur. C'est un très très grand lecteur, un dévoreur de livres. Il y a dans ses archives ses carnets de lecture de l'été. On tombe là-dessus, on se dit, mais comment faisait-il? Dévorait des centaines de livres. Bien sûr, c'est un grand lecteur de Bernanos. Il aimait énormément Peggy. Et quand il écrit Son frère aux vaches, très beau livre que je vous recommande de lire, il s'inspire de tous les textes littéraires sur la domesticité. Un cœur simple de Flaubert, toutes les pages que Charles Péguy consacre à ses mères et grand-mères rempailleuses de chaises du faubourg Bourgogne d'Orléans. Oui, oui, il aimait beaucoup Péguy. Enfin, ouais, ensuite, il avait des goûts littéraires. Il aimait beaucoup Thibaudet. Bon, ses goûts littéraires, on pourrait en parler pendant longtemps. Bernanos en faisait partie. Est-il pour autant Bernanos? Enfin, le Saint Dominique de Bernanos joue un petit rôle dans sa vocation dominicaine. Oui, allez. par rapport à l'annonce, surtout la question du christianisme chrétien et du mouvement chrétien à l'annonce, également. Parce que ça, c'est quelque chose qui, sur la fin des années 1910 et les années 1920, c'est des références qui peuvent également reprendre. Alors, vous avez bien compris, Serge Bonnet, c'est un auteur anticlérical. Et vraiment, si vous aimez l'anticléricalisme catholique, lisez À U et à Dia, parce que c'est une pièce de choix. Oui, il connaît très bien toutes ces références. Il connaît très bien toutes ces références. Guillaume a parlé aussi de sa socialisation intellectuelle. C'est un autodidacte qui se fait avec une bibliothèque d'action française. Il lui est ouvert par son professeur d'histoire à Chalon-sur-Marne. Et sa veine pamphlétaire n'est pas sans rapport avec sa lecture de Léon Daudet. Bernanos, il connaît Léon Bloy, bien sûr. Donc oui, 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 de faire un lien avec cet anticléricalisme-là, même si Bonnet le fonde complètement sur une argumentation très années 60-70. Alors, il y a une question en ligne, mais j'ai eu le sentiment que
La réponse avait déjà été donnée. Ne faudrait-il pas replacer les controverses soulevées par le père Bonnet aux circonstances de la guerre froide? Je pense notamment à la question des prêtres ouvriers et aux dominicains condamnés tous les deux par Pie XII. Oui, oui, bien sûr. Alors, il faut que nous apprenions à ne pas tout le temps revenir aux prêtres ouvriers quand on pense les années 50 et 60. On doit en être à peu près plus de 2 mètres linéaires hein, d'ouvrages sur les prêtres ouvriers. C'est très précieux. Je suis quasiment, je dois avoir une collection quasiment exhaustive. Euh, Cela ne suffit pas à penser la période ni à penser le mouvement missionnaire. Donc, il faut se méfier un peu du lieu commun historiographique, de tout penser à partir de la question des prêtres ouvriers, qui, je vous le rappelle, étaient très peu nombreux, quelques dizaines dans la première période, 700 la seconde, hein, plus haut niveau. Euh, c'est un enjeu historiographique extrêmement important de repenser la période, de repenser la mission ouvrière, de repenser la mission un peu en se décentrant de toujours cette question des prêtres ouvriers, voilà, qui occupe une place importante, mais dont l'histoire a été faite. Et y revenir sans cesse, parfois, devient hagiographique. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pourriez éventuellement avoir une dernière question. Je vois, il est 20h10 et nous ne sommes pas fait encore expulsés, ce qui est quand même formidable. Eh bien, il nous reste à... Non, personne n'ose poser la question fatale. Donc, simplement d'abord, merci à Yann d'être venu ce soir nous présenter son livre. Et puis, merci beaucoup aussi Guillaume, parce que aussi qu'il y avait d'autres engagements. Le collage de la date était un petit peu intelligent. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci à tous ceux qui ont assisté à cette séance. Et donc, nous nous retrouvons normalement dans 15 jours, le 17 novembre, de nouveau avec Jacques-Olivier Boudon. Donc, cette fois-ci, ce sera donc dans cette salle. Et c'est toujours, ça sera également 18h30, 20h. Le mois de novembre nous aura donné une exception pour les horaires. D'habitude, c'est 18h, 20h. Là, c'est 18h30, 20h. C'est le livre d'Alexandra Albertini, La superstition des origines à la critique rationaliste au XVIIe siècle. C'est paru chez Honoré Champion. Et